vos questions auprès des différents intervenants, chercheurs. Voilà. On est en partenariat avec la mairie de Paris et France 3 Paris Île-de-France. Est-ce que vous avez bien du son? C'est bon? Vous avez du son chez vous? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Hein. Voilà. C'est le moment de partager ce live. Vous savez faire la petite flèche, partager, commenter, liker. Voilà, faites savoir au plus grand nombre que vous aussi, à cette heure-là, vous regardez une émission scientifique. Voilà, on va essayer de prendre bien sûr toutes vos questions. Restez avec nous. On va commencer tout de suite par notre premier intervenant, si vous voulez bien me suivre. Donc on va rencontrer Jérôme Giacomoni. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, le directeur, le président du groupe Aérophile. Voilà, on est deux cofondateurs. On a fondé le groupe il y a 25 ans avec comme objectif de permettre à tous de voler en ballon captif, que vous voyez derrière vous. Alors le groupe Aérophile, c'est plusieurs ballons dans le... Alors maintenant, oui, on a vendu 100 ballons comme celui-ci dans le monde, dans 40 pays, et on en exploite 8. On exploite celui qui est ici à Paris, on exploite à Disneyland Paris, on exploite à Disney World à Orlando, à San Diego Zoo, à Los Angeles et au Temple d'Angkor, au-dessus du Temple d'Angkor, au Cambodge. Et puis, on a ouvert un parc d'attractions qui s'appelle le Parc du Petit Prince en Alsace. Très bien. Alors, comment l'idée d'un ballon captif En fait, je suis pilote de montgolfière et l'idée, c'était de permettre à tous de voler pour un prix très raisonnable parce que la montgolfière, ça reste un loisir fantastique mais assez onéreux. Et donc, on a eu l'idée de mettre un ballon au bout d'un câble. Et puis, plutôt que de mettre de l'air chaud, parce que l'air chaud consomme beaucoup de propane, il faut chauffer en permanence et tout, on a pensé à un ballon à gaz, c'est-à-dire un ballon rempli d'hélium qui permet de le laisser en permanence gonfler, d'avoir en permanence le lift. Et en fait, en faisant ça il y a 25 ans, on s'est rendu compte que ça avait été fait 100 ans avant, puisqu'il y a eu un grand ballon captif pour l'Expo universelle de 1878, inventé par Henri Giffard. Et à partir de ce moment-là, comme on savait que ça avait existé, on s'est dit quand même que la technologie avait plutôt évolué dans le bon sens, même si parfois on peut en douter. Et donc on a refait le ballon captif de Giffard, mais au lieu que ce soit de l'hydrogène, c'est de l'hélium. Au lieu que ce soit un treuil à vapeur, c'est un treuil électrique. Au lieu que ce soit un câble en chanvre, c'est un câble en acier. Donc vous l'avez vu, hein, si vous êtes fan de montgolfière, de ballon, c'est le moment de poser vos questions à Jérôme. Jacob, on dit oui, mon micro n'est pas allumé, on me dit, c'est ça, Léa? Alors, si, il est allumé. Hein. Si. Alors moi j'avais des questions sur la spécificité de ce ballon justement ici à Paris. Est-ce que il y a des caractéristiques particulières? Oui, ce ballon a pas mal de caractéristiques. En fait, c'est d'abord c'est un ballon touristique. Hein. L'objectif c'est de permettre au grand public de monter jusqu'à 150 mètres de haut. Donc ça c'est un ballon touristique. Il existe depuis près de 20 ans. Il a été ouvert en 1999. Et on fait voler à peu près 60 000 personnes par an. Donc on a fait voler pas loin du million de passagers. Donc ça c'est la première caractéristique, c'est un des ballons les plus anciens en opération et notamment un des ballons qui a fait le voler le plus de monde, le plus de public. La deuxième caractéristique, c'est que on a fait un partenariat entre Generali, la ville de Paris, le CNRS, Air Paris et notre société Aérophile pour faire de ce ballon un ballon citoyen. Et donc comme vous pouvez le voir, le ballon change de couleur en fonction de la qualité de l'air. Alors là, il y a pas mal de soleil. Ah oui, ils ont éteint les LED parce qu'ils sont en train de faire les manips scientifiques. Ils ont besoin de toute l'énergie à bord. Et oui, bien sûr. Mais normalement, vous voyez, les monuments et les voitures changent de couleur. Les monuments changent de couleur en fonction de la qualité de l'air globale et les voitures changent de couleur en fonction de la qualité de l'air près du trafic. Ça, c'est un partenariat avec Air Paris. C'est Air Paris qui nous donne les données. L'autre caractéristique du ballon, c'est il a des panneaux solaires au sommet et qu'il est autosuffisant en énergie à bord. Pas en énergie globale, le treuil lui est alimenté par le courant principal. Oui. Mais en tout cas, le ballon est auto-alimenté en énergie à bord. Et puis une autre caractéristique que je trouve intéressante, comme vous pouvez le voir, il est parfaitement blanc. Or, comme vous le savez, la ville de Paris est quand même relativement remplie de particules fines et les ballons précédents, quand on le laissait dehors, au bout de quelques mois, il devenait complètement gris. Alors pourquoi est-il parfaitement blanc? Pourquoi reste-t-il parfaitement blanc? C'est une bonne question pour notre auditoire. Si vous avez entendu la question, pourquoi il est parfaitement blanc ce ballon? C'est une bonne question. Alors pourquoi reste-t-il blanc? Pourquoi ne devient-il pas gris? C'est une question scientifique. Il y a un procédé physique absolument génial.
et qu'on a découvert, pas nous, enfin qu'on a mis en place sur le ballon. Et donc voilà, à ceux qui trouvent l'idée, j'offre une place de ballon. Ah bah super, c'est une bonne nouvelle, on ne savait pas que vous allez pouvoir gagner des places de ballon ici. On est à Paris, en plein cœur de Paris, merci de nous suivre. Puis moi je vous propose tout de suite de remercier déjà Jérôme pour son accueil ici et puis de monter dans le ballon, voilà. Voilà, alors oui, et puis pour terminer, le ballon aussi emporte des appareils scientifiques parce qu'en fait, on est en plein centre de Paris et on a eu l'autorisation par la préfecture de police de monter à 300 mètres de haut. Et ce qui est fantastique, c'est que ça fait comme une carotte de l'air, comme il n'y a aucune émission du ballon, puisque le treuil qui l'actionne est électrique, et en plus il est assez loin, donc il n'y a aucune émission d'aucune sorte. Donc on fait une carotte de l'air de 0 à 300 mètres, et c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Grâce à Jean-Baptiste Renard, qui a été le pionnier pour l'utilisation du ballon avec son LOAC, mais aussi grâce au LISA qui a fait des tirs de lidar, qui a mis aussi un analyseur d'ozone. Donc tout ça nous permet de faire de ce ballon un ballon scientifique. Et citoyen, comme vous l'avez souligné, pour connaître un petit peu plus la pollution de l'air. Ici, à Paris, on retrouvera Jean-Baptiste Renard juste après notre vol. Ça va, tout va bien, le son, ça se passe bien? Alors, je vais essayer de parler sans mon micro. Est-ce que là, c'est bon, là? Ouais? Ok, super. Merci beaucoup, Jérôme. Allez, c'est parti. C'est un ballon, c'est un laboratoire volant, en fait, hein, tout simplement. Un peu unique au monde, et on va retrouver l'équipe scientifique. Là, ils se préparent pour faire les tirs de lidar, des lasers. Ils vont nous expliquer ça. On est ce matin ici parce qu'ils veulent tout simplement observer eh bien, la pollution atmosphérique un petit peu du matin. Alors on est en juillet, il y a quand même des voitures, tout le monde n'est pas parti en vacances, donc on va aller voir ça ensemble. Attention à ne pas glisser, Léa, parce que les lattes de bois ça glisse. Voilà, on va retrouver les chercheurs. Là, on peut voir le lidar. Ici. Voilà, c'est ça qui va être utilisé par les chercheurs. Et on va se mettre un petit peu plus loin que le groupe électrogène parce que ça fait un petit peu de bruit. On va monter. Voilà. Attention au filin, Léa. Voilà. Donc nous avons notre... Alors on parle de pilote. Bonjour. Bonjour. Alors, enchanté. Vous êtes Nicolas Roulier. Nicolas Roulier, vous êtes le pilote, Voilà, un des pilotes. Voilà. Donc vous faites à la fois des visites pour le public, des montées, des vols. Vous faites des monts. Ah oui, il faut que tu prennes le micro, Léa. Mais il faut aller chercher le micro. Deux secondes. Ok, on va chercher un micro contre le vent parce que là, ça peut souffler un peu. Donc, excusez-moi. On va chercher le micro. On peut fermer la porte. Non, mais on a le micro qui... Un peu moins les Oui, ragages. c'est ça. Vous montez? Vous montez avec nous ou pas? Bah oui, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Voilà. C'est un gros micro. Du coup, c'est toi qui vas tenir la caméra pendant que je change de micro. D'accord, alors on va changer de micro, excusez-moi. Voilà, on va passer en mode selfie. Ça se passe toujours bien chez vous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est toujours en direct depuis le 15e arrondissement de Paris. Voilà, au Ballon Generali de Paris, où on fait des mesures scientifiques. Et puis vous pouvez aussi venir en famille ou entre amis. Attention Léa, pas de tirer sur l'iPhone, sinon ça tourne. Ah oui, pardon. Voilà. Hop. Voilà. C'est un tournevis. Alors, hop. Là, ça bouge un petit peu. Voilà, on va signaliser. Qui monte parce qu'on va y aller. Allez, non. Voilà, on est toujours à Paris. Le soleil se lève, les équipes scientifiques sont en place ici. Et Léa a récupéré son micro. Voilà, regarde, c'est un gros micro pour le vent.
Allez, c'est parti. Oh, c'est parti, ça décolle. On va monter à 150 mètres de haut. J'espère que vous n'avez pas le mal de l'air. On va aller tout de suite retrouver nos équipes de chercheurs. Alors, est-ce que Vincent Michaud est là? Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes chercheur au LISA, au laboratoire des Exactement. sciences atmosphériques, et vous travaillez ici en altitude aujourd'hui. Exactement, ouais. Donc on est effectivement en campagne là depuis 3 semaines en collaboration avec le Ballon de Paris et donc dans le cadre d'un projet Cortea qui est financé par l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, l'ADEME. D'accord. Donc voilà, on fonctionne sur alerte en fait, donc on manipule que les jours où les conditions météo le permettent. Donc notamment quand on a des vents qui nous permettent de voler jusqu'à 150 mètres. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas Les aujourd'hui, conditions ouais. sont bonnes. Exactement, ouais, les conditions sont bonnes, on a un temps clair et pas trop de vent, donc ce qui nous permet de voler dans des conditions assez stables en fait. Super. Regarde un petit peu. Donc là, on peut regarder, on peut faire un petit tour, effectivement. Merci Léa. Alors là, vous allez faire des mesures avec un instrument un petit peu particulier, Ouais. qui est un LIDAR, c'est un laser Exactement. en fait, tout ça. Exactement. Alors ouais, expliquez-nous un peu le principe de fonctionnement. Oui, donc en fait, donc le LIDAR, c'est l'instrument que vous pouvez voir peut-être là-bas. C'est un instrument qui fonctionne sur une technologie laser. Donc le principe, c'est qu'on a un pulse laser qui est Ouais. émis par la tête que vous voyez accrochée là au niveau du ballon. On va peut-être se rapprocher. Oui, on va peut-être se rapprocher du LIDAR. Attention, tu Et peux donc, reculer Léa. Par là? Oui, par là, par là, c'est bas. plus facile. Ouais. Donc on va aller voir cet instrument alors qu'on continue de monter ici en plein cœur de Paris. Le jour se lève, c'est super sympa. Voilà, c'est Paris vu sous un autre angle, c'est toujours agréable. Ça permet de découvrir la ville lumière, la Défense, la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse. Alors là on est attaché, tout va bien. Donc là on est à quelle altitude? Nicolas, on est à quelle altitude là déjà? On est à 100 mètres, donc on va encore monter de 50 mètres. Donc comme je vous disais, oui, donc le LIDAR c'est un instrument qui repose sur de la technologie laser. Donc le principe c'est qu'on a un pulse laser qui est émis et ce rayonnement lumineux va ensuite être diffusé par des objets qui vont le rencontrer, notamment des particules, d'accord, qui vont être les espèces qui nous intéressent. Oui. Alors Et quel type de particules Alors les particules atmosphériques, Ouais. tout type de particules vont en fait diffuser la lumière. Et cette lumière, elles vont les diffuser dans toutes les directions et notamment vers l'arrière également. Donc c'est-à-dire que le rayonnement qui est diffusé par ces particules va nous revenir. Et ce rayonnement qui nous revient va être aussi détecté par cette tête LIDAR. Et donc en fonction de la quantité de lumière qui va nous revenir, on aura une indication sur la quantité de particules qu'on aura eu sur le chemin. Oui. Et entre le temps de l'émission du rayonnement et le temps qui va nous revenir, en fait, on aura une indication sur la distance à laquelle ces particules se trouvent. Tout simplement en connaissant la vitesse de la lumière et le temps qu'aura mis la lumière pour faire l'aller-retour. Alors là, vous allez faire des mesures précises sur des particules particulières ce matin ou tout type Alors, de particules? En fait, donc là, on ne peut pas discriminer les particules avec cet instrument, mais par contre, si on est là si tôt ce matin, c'est parce qu'on s'intéresse particulièrement aux émissions liées au trafic automobile. Et donc, c'est pour ça qu'on vise des périodes entre 7h et 9h, qui est le pic trafic, Bien sûr. où on va avoir le plus d'émissions du trafic. Et là, vous pointez vers le périphérique du coup? Alors là, du coup, vous allez voir, on a fait plusieurs expériences au cours des 3 semaines où on vise différents secteurs. Mhm. Et donc là, vous voyez qu'on vise plutôt le secteur Est. Donc on va essayer de viser le centre de Paris et également un bout du périphérique. Oui. D'accord. Alors ensuite, il y a une exploitation des données, j'imagine. Exactement. C'est pour produire quoi à la fin? Des cartes, Exactement. Donc comme je vous disais, hein, avec cet instrument, ce qu'on va avoir, c'est une information sur la quantité de particules et sur la distance à laquelle elles se trouvent. Donc ce qu'on obtient finalement, c'est un profil dans notre configuration, là, un profil horizontal de la concentration de particules. Et vu que vous allez voir, on va procéder à un balayage en fait avec la tête LIDAR, ça nous permettra de faire des cartographies 2D des champs de concentration de particules au-dessus de Paris. Et voir l'évolution pendant toute la campagne. Exactement, et surtout en fonction des différents secteurs. En fait, l'idée là, c'est d'avoir une localisation un petit peu des endroits où on a les concentrations les plus élevées et donc, ce qu'on espère, les émissions aussi les plus élevées pour pouvoir après
mettre ça en regard des cadastres d'émissions qui sont utilisés pour la modélisation notamment des particules et de la qualité de l'air. Alors on est toujours à 150 mètres de haut, ici, hein, voilà, en plein cœur de Paris. Si vous avez des questions pour nos chercheurs, c'est le moment. On est en train de faire des mesures, enfin on va commencer à faire des mesures grâce à un laser, un lidar. Je peux y aller, Antonin. Donc voilà, Antonin va lancer les mesures. Attention Léa, à ta tête. Voilà. Alors qu'est-ce que fait Antonin là? Là, comme je vous disais, en fait, ce qu'on essaie de faire, hein, c'est un balayage sur l'horizontale. Donc en fait, vous pouvez voir que la tête du lidar est posée sur un dispositif qui nous permet en fait de la tourner et donc de balayer un secteur précis. Donc là, on va pouvoir balayer de l'ordre de 90 degrés. Avec le mouvement du ballon, on pourra probablement obtenir un secteur un peu plus large que ça et donc obtenir une cartographie sur ce secteur de Paris. Donc là, vous voyez que c'est un balayage qui est assez lent. Hein. Ça, c'est parce qu'on a besoin d'accumuler suffisamment de signal aussi pour pouvoir avoir une quantification plus précise des particules. Alors ça, c'est un instrument qu'on trouve que vous avez dans le commerce, oui, exactement. D'accord. C'est un instrument dans le commerce. Ok. Il y a des tests, il y a des mesures qui sont faites dans le monde entier. Alors cet instrument, il est plutôt utilisé généralement pour faire des profils verticaux, c'est-à-dire qu'il va être basé au sol et on va pointer finalement le ciel et ça nous permettra d'avoir des profils verticaux de particules. Donc là, ce qui est vraiment très original, c'est justement de faire cette mesure de manière horizontale au-dessus de Paris avec la possibilité du ballon de le faire à différentes altitudes pour pouvoir renseigner les émissions de particules mais également la dispersion sur la verticale. Donc ça, c'est vraiment original. Est-ce qu'on voit en fonction de l'altitude des vraies différences, des inversions de pollution, des choses comme ça qu'on Alors peut des avoir? vraies différences, oui, effectivement, plus on va être proche des sources et bien sûr plus on va avoir des concentrations élevées et finalement plus on va s'élever, plus ça va se diluer, se disperser et on aura des concentrations moins élevées en s'élevant. Donc là, typiquement à 150 mètres, on va avoir probablement une différence entre les endroits moins marqués, quelque chose qui va finalement se diluer avec l'élévation des masses d'air. Par contre, lorsqu'on va descendre vraiment au plus proche des sources et donc du sol, on va avoir quelque chose de beaucoup plus marqué en termes de diversité des concentrations. D'accord. Une question, quel type de rayonnement envoie le lidar? Donc c'est un rayonnement laser et on est dans l'UV en fait. D'accord. C'est Adèle qui demande ça. Donc dans l'UV, une question de Brigitte. Depuis combien de temps opérez-vous ces mesures? Donc là, on est sur le ballon, on est en campagne depuis 3 semaines, on termine normalement demain. On avait déjà fait des tests en décembre dernier, mais c'était vraiment des tests de faisabilité. Et donc là, voilà, la campagne, c'est vraiment ces 3 semaines d'été. Et vous avez déjà des... Donc on a déjà des résultats préliminaires où on a fait effectivement différentes cartographies sur Paris. Donc on avait déjà visé les secteurs sud-est, nord-est et on avait également visé les secteurs ouest. Donc on a des cartographies sur ça. Ok. Mais vraiment de manière très préliminaire parce que finalement ce qu'on va obtenir c'est tout d'abord une information sur la quantité de lumière qui nous revient et pour pouvoir remonter à une concentration d'aérosol, il y a quand même un traitement qui est un peu lourd. Bien sûr. Donc ça, je ne pourrais pas vous présenter le résultat tout de suite là-dessus. Alors, une question de Guy qui demande le balayage est manuel. Est-ce que c'est... Exactement, oui. Alors, c'est un choix ou... C'est un choix puisque... Enfin, c'est un choix. Effectivement, avoir un balayage mécanique permettrait d'avoir quelque chose peut-être de plus constant, mais comme vous allez voir, là aujourd'hui c'est finalement assez stable, mais le ballon peut être assez instable et donc il faut des fois corriger aussi pour pouvoir pointer vraiment à l'horizontale. Donc le choix est fait pour cette raison-là. En fait. Très bien. Donc si vous avez des questions pour Vincent Michou, n'hésitez pas à lui poser, on essaiera de les relayer. On est toujours, voilà, il fait beau. Hein, il faut le dire, parfois il fait beau à Paris. Oui. Ça serait... ouais. Une question. Pourquoi se placer à 150 mètres au-dessus du sol? Alors en fait, là, 150 mètres, c'est sol. l'altitude un peu classique du ballon. Après, nous, ce qu'on va vouloir faire justement, c'est pas rester à 150 mètres, c'est le faire à différentes altitudes. Et une des altitudes qui nous intéresse justement, c'est vraiment juste au-dessus des toits des bâtiments environnants pour être vraiment au plus proche des sources. Donc là, l'intérêt du 150 mètres, c'est vraiment de voir justement la dispersion et la dilution des particules le long de la verticale. Mais pour vraiment des questions d'émission et de quantification des sources, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment d'être au plus proche du sol. Une question d'Alexis. Pouvez-vous différencier les différentes particules?
la taille des particules. Non, alors avec cet Alexis instrument-là, qui on ne va pas demande, pouvoir. Par contre, on a embarqué, en plus du lidar, d'autres types d'instruments. On a notamment en dessous, sur le support, là, vous pouvez voir un petit compteur de particules qui, lui, donc, en fait, qui est là, vous voyez le tube de prélèvement. Et donc ça, c'est un compteur de particules qui nous permet effectivement d'avoir le nombre de particules en fonction de leur taille. Et donc, on va avoir une information sur différentes classes de taille, notamment entre 260 nanomètres et jusqu'à 20 micromètres. Voilà, là, donc là, c'est vraiment de la science en train de se faire, hein, comme vous avez la chance de l'observer par des chercheurs, hein, en plein cœur de Paris. Alors encore une question, je vais prendre la question, je vais la prendre sur mon téléphone, comme ça on va la poser. Attention Léa, tu es en train de t'enrouler tel un anaconda autour du câble. Question de Kat qui demande, est-ce que vous avez déjà constaté des différences entre les secteurs de Paris ? Alors oui, effectivement. Donc là, comme je vous disais, c'est très très préliminaire, mais effectivement, on a des zones de concentration plus élevées, de manière assez attendue. Hein, quand on pointe vers le périphérique, on a des concentrations plus élevées que quand on est au-dessus d'un parc ou au-dessus de la Seine. Rien de très inattendu, mais par contre, vraiment, c'est ces différences de concentration qu'on va essayer de référencer. La suite des campagnes, donc là, vous finissez demain ? Donc là, on finit demain, donc il va y avoir tout un travail de traitement de ces données-là et après tout le travail de cartographie et ensuite d'analyse de ces données finalement. Alors est-ce qu'on voit les données qui sont en train d'être récupérées là ou pas Alors là, elles sont de l'autre côté, d'accord. On pourrait aller faire le tour. Ici, c'est uniquement les données qui sont récoltées sur le compteur de particules. D'accord, qu'on peut montrer aussi, je ne sais pas si c'est intéressant. C'est intéressant, mais ce qu'on peut voir, hein, la donnée qui est ici, en fait, on va avoir un nombre de particules en fonction des différentes classes de taille. Donc vous voyez en fait les différentes lignes et colonnes correspondent à différentes classes de taille de particules. D'accord. Donc on va être capable de différencier ça en fait. Alors on va aller voir cet ordinateur, vous êtes toujours avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions aux chercheurs. Merci déjà pour vos nombreuses questions. On est au-dessus de Paris, voilà, j'espère que vous n'avez pas le vertige. Ça se passe bien le vol pour le moment? Oh, c'est parfait, on va. Et je rappelle, vous pouvez venir ici hein, si vous êtes de passage à Paris ou même habitant à Paris, hein, au Ballon Generali, pour faire des vols. C'est super, hein, ça change un peu de la perspective de la Tour Eiffel ou la Tour Montparnasse. Voilà, et c'est vraiment un petit cadeau si tu vas faire à vos proches. Ça change des musées. Alors on va voir les données en train d'être récupérées. Exactement. Donc, alors en fait la donnée qui nous intéresse hein, c'est celle-ci. Donc vous voyez il y a deux types d'échelles. Donc déjà l'échelle qui est ici va nous indiquer sur la distance en fait la distance par rapport à notre point d'émission. Ici on a tout simplement une information qui est liée au temps. Et après on a une information colorée qui va nous renseigner sur finalement la concentration, enfin en tout cas la quantité de lumière qui nous revient. Donc vous pouvez voir déjà que sur la montée ici, on a quelque chose avec un signal qui est atténué très très tôt. Ça c'est tout simplement quand on tape les bâtiments, hein. Bien sûr les bâtiments vont aussi nous renvoyer le signal. Donc là vous voyez qu'on est arrivé à une altitude où finalement on ne va plus taper de bâtiments. Et voilà, c'est assez compliqué, hein. Vous voyez que assez tôt en fait on a un signal qui devient très bruité et assez faible. Ça veut dire que on n'a plus assez d'informations qui nous revient, donc il faudra probablement accumuler un peu plus de signal pour voir ça. On voit quand même certains spots là qui semblent un peu plus concentrés. Voilà. Une question d'Emeline qui demande les cartographies vont servir à quoi après? Alors, il y a deux choses qui nous intéressent. Une première chose, c'est bien sûr essayer de voir, comme je vous disais, les hotspots d'émissions et donc pouvoir comparer ça avec des cadastres d'émissions. Mais ça peut aussi nous donner une information vraiment mieux résolue spatialement et pourquoi pas après en tirer des informations sur l'exposition des populations au-dessus de Paris. D'accord. Vous travaillez avec la mairie de Paris Alors là, le projet n'est pas directement en lien avec la mairie de Paris. Par contre, effectivement, le Ballon de Paris est associé à la mairie de Paris, bien sûr avec Air Paris aussi. Et ça, c'est des partenaires qu'on a très fréquemment dans nos projets. Voilà, bon, comme je vous disais, hein, sur une première visualisation, c'est assez complexe. Il y a tout un travail de retraitement, donc c'est pas très parlant. Mais, comme souvent pour les images de science, les images brutes, hein, comme en ouais. astronomie, on fait des traitements, on fait plusieurs images, bien sûr, pour avoir un résultat sympathique, voilà, et qui est lisible et par comme je disais, on voit
finalement pas de choses très marquées, parce que là on est à 150 mètres, on verrait probablement des choses beaucoup plus marquées sur les signaux si on était beaucoup plus bas en fait. Là, on vous montrera peut-être une cartographie aussi, à quoi ça ressemble au final en commentaire de ce live. Voilà, ça se passe bien, vous n'avez pas le mal de l'air chez vous? Nous ça va, il n'y a pas trop de vent ce matin. La dernière fois on est venu et ça bougeait de 15 mètres en 15 mètres. Voilà. C'est vrai qu'on a fait dans le cadre de la campagne là aussi des mesures le soir, alors sur une autre problématique. Et là le soir c'est vrai que ça bouge beaucoup. Ouais, toutes les variations d'air. Voilà, nous on est bien là, on est pas mal. Pour commencer la journée, prendre un peu de hauteur, c'est toujours sympa. Il y en a qui font du yoga. Nous on prend de la hauteur. Ouais. Est-ce que vous avez encore des questions pour nos chercheurs? Voilà, sinon on va commencer à redescendre. On ne sait pas si on en est où au niveau des mesures là. Alors nous on va de toute façon descendre pour vous, après on va remonter et refaire d'autres altitudes. Donc on peut descendre quand vous voulez. Voilà, on peut procéder à la descente je pense. Ouais. Nicolas, on peut descendre? Allez, c'est parti. Merci. Ouais, on va filmer la descente. Alors Nicolas, on avait une question sur le diamètre de la nacelle. La nacelle fait 8 mètres 60 et quelques de diamètre. Et elle peut accueillir combien de personnes? Théoriquement, sur le papier, c'est 29 personnes plus le pilote. D'accord, ok. C'est sur le papier dans la mesure où le nombre de passagers qu'on charge dépend de la vitesse du vent. Oui. Et de la charge hélium qu'on a évidemment. Comme on en perd tout le temps, on n'a pas toujours la capacité, on n'est pas toujours plein au maximum comme on voudrait. Vous rechargez souvent le ballon? Ça dépend encore de la température moyenne sur l'année. Si la courbe est relativement stable, on n'a pas besoin de vraiment beaucoup en remettre. Par contre, s'il y a des grosses différences de température entre l'été et l'hiver, là il va falloir qu'on en remette en fin d'été de manière à compenser le fait que l'hélium ne va plus chauffer sous l'influence du soleil. Et le fait qu'il va donc se contractant, on va avoir un lift qui va être moins efficace. Donc si vous avez des questions si vous êtes fan de montgolfière de ballon, c'est le moment avec Nicolas, notre pilote. C'est un vrai ballon en fait, juste qu'il est accroché par un filaire. Oui, tout à fait. Il y a quatre grandes familles de ballons. Il y a la montgolfière, que tout le monde connaît, qui a eu l'avantage historiquement d'avoir fait le premier volume. Et contemporain, il y a ce ballon qui était en fait une charlière, qui a été inventé par Charles, qui est le découvreur de l'hydrogène. Et il a découvert entre autres propriétés de l'hydrogène, son inflammabilité, mais aussi sa légèreté. Et à l'époque, on n'avait que ça, on ne connaissait pas l'hélium. Du coup, les montgolfières qui étaient inutilisables véritablement parce qu'elles partaient chaudes et elles se refroidissaient pendant le vol et puis il n'y avait pas d'autre solution que d'aller s'écraser quelque part. Donc Charles a eu la malchance de ne pas faire le premier volume 1. Du coup, personne ne le connaît, le pauvre. Mais c'est pourtant les charlières qui ont tout de suite succédé aux montgolfières qui étaient inutilisables. Et des charlières, il y en a eu en exploitation, aussi bien en vol libre qu'en vol captif, de très nombreux exemplaires jusqu'à avant 14-18. Et le premier ballon du même type que le nôtre, c'est-à-dire à usage touristique, avec un treuil, a été installé dans la cour du Louvre, qui était à l'époque fermée, en 1878. Et ils fabriquaient leur hydrogène sur place. Ils avaient un treuil à vapeur et le ballon était relié au treuil par une corde en chanvre avec un diamètre dans la corde. Le diamètre était, comment dirais-je, variable. Variable, voilà, exactement. Et ils n'enroulaient leur corde que sur un treuil d'une largeur de 15 mètres. Ils ne savaient pas encore enrouler un treuil sur plusieurs couches parce qu'ils ne savaient pas comment le guider. C'était absolument impressionnant. Voilà, le ballon a été détruit au bout de 6 mois d'exploitation après un orage. Je dirais heureusement, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout la météo. Ils volaient n'importe comment, dans n'importe quelle condition, à 400 ou 500 mètres d'altitude. D'accord. C'était de la folie pure. Oui, c'est un peu effectivement de la folie. À l'époque, on osait tout. Voilà, le temps des pionniers. Exactement. Il n'y avait pas encore de contraintes administratives. Ou de la sécurité aussi, oui, c'est ça, voilà. Un petit peu quand même. On prenait des risques à l'époque, voilà. Et ici on y restait. C'est sûr. Ok, voilà, atterrissage dans quelques instants. Top, voilà. Et voilà. On est arrivé. Merci pour le vol. J'espère que
Vous avez aimé ça? C'est pas fini le live, hein. Restez avec nous, on va continuer à poser des questions à nos chercheurs. On va remercier notre pilote. Il faut que je prenne quoi? Ah oui, il faut que je prenne le micro. D'accord. Il est où le micro? Il est là le micro, je l'ai posé Ah oui, là. merci. Merci beaucoup. On va sortir de la zone de vol, de sécurité. Ça va toujours? Ouais. Bon. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Et bon vol. Hein. Il y en a combien ce matin de prévu? En général, on l'en fait qu'un. D'accord. Ok, il reste en haut. Un long. Ouais, je trouve que te mettre dehors. Voilà. Merci. Je vais changer de micro. Allez, on change de micro. Tu veux pas garder celui-là, Léa? C'est pas très grave. Non, ça peut- Quoi? C'est plus pratique celui-là? Alors, Voilà. Alors, je reprends l'Osmo. Hop. Excusez-moi. Voilà, on va regarder le décollage de nos. Ah oui, la question de Nicolas. Bon, on va demander comment ça se passe, hein, si le câble lâche. Mais pour vous répondre, en fait, déjà le câble est vraiment surdimensionné par rapport à la taille du ballon. Voilà, donc là il y a peu de chance. Mais si ça arrive, eh bien on peut piloter. Hein, on l'a dit avec Nicolas, le pilote. On peut sans problème piloter un ballon comme un ballon classique. Et du coup, eh bien, c'est un pilote de ballon donc, qui sait faire. Il sait gérer ce genre de situation. c'est bon. C'est bon, on va récupérer Léa avec l'Osmo, voilà. Et on continue notre petit tour, attention aux pieds. On va aller retrouver un autre chercheur qui va nous parler d'une autre expérience qui est à bord de ce ballon. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci déjà pour vos nombreuses questions. À l'intérieur ou on peut faire dehors? Ben, on se met là avec le ballon derrière qui est en train de décoller. Donc, Jean-Baptiste Renard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Oui, tout à fait, à Voilà. Orléans. À Orléans, LPC2E. Et du coup, vous avez mis en point un autre système pour ce ballon. Oui, en fait, historiquement, on a été le premier instrument installé en permanence à bord du ballon dès 2013. C'est un instrument qui s'appelle l'OAC. C'est un petit compteur d'aérosol. Alors le principe est simple. Cet appareil capte les particules par une Ouais. pompe. Les particules vont passer dans un faisceau laser qui les éclaire et on va analyser la lumière que renvoient ces particules. Et on trouve une information sur la taille des particules, le nombre de particules et aussi une estimation de leur nature, savoir si elles sont plutôt carbonées ou liquides, voire minérales. Donc c'est une analyse un petit peu plus fine, c'est moins de la cartographie. Ah oui, c'est complètement local. Ouais, Donc d'accord. c'est très en complément du lidar, puisque nous on a une mesure sur la carotte entre le sol et 150 ou 300 mètres, mais ça n'est qu'extrêmement local. C'est-à-dire ça nous a permis de voir que le parc André Citroën est souvent un des endroits les moins pollués de Paris, parce qu'on n'a pas vraiment d'émissions proches. Le périphérique est quand même entre guillemets relativement loin. Par contre, si on monte en altitude, on aura une vision plus de la situation moyenne de l'air parisien. Donc amis runners, hein, si vous faites un footing le matin, venez ici dans le 15e. Traverser la Seine pour certains et certaines, c'est parfois dur, mais c'est bien pour votre santé. La particularité du LOAC, est-ce qu'il y a d'autres LOAC dans le monde? Alors en fait, on en a en situation fixe 4 en France. Il y a D'accord. sur ce ballon, il y en a sur un autre ballon qui est à Angers, dans le parc Terra Botanica. Et on a 2 stations fixes, une à Orléans et puis une au sud de Paris, dans un observatoire dédié à l'environnement qui s'appelle le CIRTA à Palaiseau sur le site de Polytechnique. Mais sinon, c'est un instrument plutôt qui est dédié pour des vols sur des petits ballons qui peuvent monter jusqu'à 30 km d'altitude, des petits ballons météo. Là, on les lance régulièrement depuis la France Ouais. et on récupère l'instrument après le vol. Donc là, ça permet d'étudier le contenu en particules, en aérosol, depuis le sol jusqu'à la stratosphère. On a aussi un projet financé par le CNES qui va se dérouler à partir de l'année prochaine sur des ballons de longue durée, c'est-à-dire 3 mois de vol à 20 km d'altitude Ah oui, dans la zone équatoriale. Donc en fait, comme notre instrument est très léger, il fait moins d'1 kilo, on peut le faire voler à peu près dans toute
dans toutes les conditions. Il y a même aussi une start-up qui commence à le faire voler sous drone pour faire des études très locales de pollution, des petites cartographies de situations, d'émissions en particules notamment. Donc comme c'est un instrument très versatile, très léger, on peut le mettre dans des situations très différentes. Et là, la grande gageure qu'on avait, c'est que c'est un instrument qui est à l'extérieur. Oui. Il est sur la nacelle, il doit résister à la chaleur, au froid, à la pluie, à la neige. Et ça, c'était une des grandes particularités, une des grandes difficultés de la mise au point. Ouais. C'était la fiabilité pour que les mesures soient bonnes à peu près tout le temps. Donc ça, c'est un appareil qui a été mis au point aussi à Orléans. Hein. Ah oui, ça a été Ouais. mis au point à CNRS, mais depuis le début, c'était un partenariat public-privé. Et D'accord. j'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça a été financé par l'Agence nationale de la recherche, mais un financement avec déjà une application industrielle, puisque c'est un instrument commercialisé. Voilà, bah c'est super. Regardez, comme la recherche publique, recherche fondamentale, fait des Tout à fait. petits. Et le fait qu'on ait Generali en plus qui soit le sponsor, ça nous permet d'avoir l'instrument qui fonctionne tout le temps, puisqu'on n'a pas de frais d'infrastructure dessus. On met l'instrument, on le gère, mais tout l'environnement est payé par Aérophile et par le partenariat avec Generali. Donc c'est vraiment un très bel exemple de gagnant-gagnant entre Ouais. le public et le privé. Voilà, super. Des choses qui fonctionnent bien. Alors, on avait une question dessus de Liliane et d'Élise. Hein. Le programme de recherche là-dessus, vous êtes pour combien de temps Le plus longtemps possible. On a commencé il y a 5 ans et tant que ça continue, on continue. C'est vraiment le partenariat pour l'instant est prolongé. Donc notre idée, c'est d'avoir des grandes séries temporelles. Ouais. Pour voir l'évolution de la pollution moyenne, les pics de pollution, même si on n'a pas eu fort heureusement de grands pics de pollution à Paris ces derniers temps, grâce au vent et à la météo qui finalement dispersent ou lessivent la pollution. Mais on veut avoir les grandes évolutions et étudier aussi les grands épisodes de pollution. Donc plus on peut durer, mieux c'est. Donc- Bon, j'espère ça va durer encore 5 ou 10 ans au moins. Donc, il y a en France, bien sûr, dans le monde, mais aussi peut-être ailleurs. Il y a des projets là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, ce concept d'instrument qui compte les particules, c'est un concept assez ancien, mais nous, on a fait des avancées technologiques importantes avec des nouvelles méthodes, ce qui fait que c'est assez novateur et on a des applications peut-être spatiales. On est sur des projets, ça n'est qu'à l'état de projet, mais actuellement, il y a des discussions qui commencent à assez bien avancer pour le mettre à bord de sondes spatiales, peut-être en direction d'Uranus ou de Neptune, voire de Vénus. Et là, dans ce cadre-là, le CNES, l'Agence spatiale française, nous finance des études de recherche et technologie pour adapter le LOAC aux conditions spatiales. Donc, bientôt, peut-être. Et puis peut-être aussi en orbite autour de la Terre, on est sur un projet aussi pour mesurer le flux de poussière interplanétaire qui rentre dans l'atmosphère terrestre. Ah oui, ça c'est. Donc ça, on c'est a une des belle applications, cartographie. voilà, ouais. on a des applications très multiples Non, avec mais super. ce concept instrumental. Mais vraiment tout a démarré ici en 2013. Ça a été au début le ballon nous servait pour tester les capacités de l'instrument et puis on fait maintenant de très belles sciences avec et on doit beaucoup à Aérophile parce que ça nous a permis vraiment de finaliser les mises au point de l'instrument. Alors, on va regarder s'il y a des questions. Hein. N'hésitez pas avec Jean-Baptiste Renard. Sam a une question. Oui, il y a Sam qui demande tous ces instruments sont des drones pour obtenir des données plus fines sur tout le territoire. Vous avez dit qu'il y avait des drones qui commencent à arriver. Ouais, mais ça- est-ce qu'on voit une armée de drones Non, qui non, va... pour l'instant, c'est une start-up à Montpellier qui commence à faire de l'exploitation pour des émissions particulières. Typiquement, un exemple, ça peut être une carrière ou une zone industrielle, etc. Donc ça, c'est pour faire des cartographies 3D, mais très locales, entre le sol et quelques dizaines de mètres pour essayer de bien voir les émissions. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore à une armée de drones. Puis faire voler les drones en France, il y a quand même des Oui, règles oui, des aéronautiques restrictions. assez strictes. Mais j'imagine aussi pour les ballons qui vont à 20 km pendant 3 mois. Comment ça, les ballons du CNES Alors là, c'est en fait, ce sont des... c'est pareil, ce seront des ballons d'abord gonflés à l'hélium et puis statiques Oui, oui, tout à fait. D'accord. Qui vont avancer au gré du vent. C'est-à-dire D'accord. qu'ils sont lancés, ils se plafonnent après une certaine altitude. Alors il fait très froid parce qu'il va faire moins 80, moins 90. Bon, les nacelles vont être vers moins 30 degrés, enfin entre 0 et moins 30. Mais là, c'est vraiment une autre philosophie parce qu'il faut qu'on fonctionne 3 mois continuellement sans intervention humaine. Donc c'est pas du spatial, mais pas loin. On a Ouais, vraiment, il faut pas bien qu'il y ait de sûr. panne. C'est Donc, l'étape quand même- d'avant. Ouais. Voilà, c'est un très très gros projet pour bien connaître tous les échanges d'air entre les basses couches de l'atmosphère et les moyennes couches de l'atmosphère. Donc c'est un très beau projet, en fait franco-américain, puisqu'il y a une contribution américaine dans ce projet. Alors, est-ce qu'on peut voir peut-être le résultat de ce LOAC, ces cartographies à l'intérieur Alors On on peut peut aller voir voir, des... ouais, Alors non. c'est pas des cartes, c'est les évolutions. Les temporelles. évolutions, oui, ça peut Donc être en fait intéressant. dans le bâtiment d'accueil, on a un petit film qui explique la pollution, ce que c'est que le LOAC. Bon, le film dure à peu près 2 minutes et puis après il y a toutes les données qui apparaissent. Alors on va voir si on arrive au bon Si moment, on- sinon il faut attendre un petit peu. Alors, on est ici à l'intérieur. Et on est pile au bon moment, Du on va QG. voir les résultats. Bon, très bien, ça tombe bien. Alors il faut savoir, c'est important, on affiche les résultats en
nombre de particules par litre, parce qu'à chaque fois qu'on respire, on inspire à peu près un demi-litre d'air. D'accord. Et donc, typiquement, nous, on mesure les particules qui sont supérieures à 0,2 micromètres. Et là, voilà, on a déjà les résultats du dernier vol qui a été fait. Donc. Et là, typiquement, on est à peu près stable en ce moment, c'est assez logique, il y a quand même pas mal de vent. C'est le vol qu'on vient de faire. Oui, Ouais. on a des concentrations stables. Et là, typiquement, on est autour de 100 000 particules supérieures à 0,2 micromètres par litre d'air. C'est une donnée qui est... On est en faible pollution. D'accord. C'est pas très faible, parce que des fois on est qu'à quelques dizaines de milliers. C'est pas très élevé non plus, donc on est en situation tout à fait correcte. Si on était en forte pollution, ça peut dépasser le million, voire quelques millions de particules. On est monté jusqu'à 6 millions pendant le plus gros épisode de pollution aux particules très fines qu'on a enregistré, qui était en décembre 2013. Et là, ne sortez pas. Là, malheureusement, ne respirez pas, faites d'activité physique. pas grand chose à faire. Voilà, il ne faut pas faire d'activité physique, limiter ses déplacements, peut-être pas faire de barbecue. Mais généralement, les plus gros épisodes en particules très très fines sont plutôt en hiver. Bon, Voilà, bon donc à là on savoir. voit les évolutions depuis quelques jours. Bon, on est vraiment dans des situations assez stables. Tout ça, on peut dire grâce à la météo, puisqu'on a beaucoup de vent et bon, là, il y a un peu moins de pluie, mais il y a quand même toujours du vent et ça va disperser la pollution. Alors ça ne la résout pas, mais le vent va étaler la dispersion, puis la pluie va lessiver l'atmosphère. Donc on a toujours les mêmes quantités d'émissions de particules fines, mais on les étale, donc il n'y a pas de concentration qui s'accumule, donc on a des taux de pollution relativement faibles. Donc on voit ces cartographies là, Voilà, suite, donc c'est des tendances suite au vol. voilà, temporelles. Et, on présente donc au public en temps réel les données entre le sol et puis aussi à 150 mètres d'altitude. Et si vous tapez ballondeparis.com, Oui. en bas il y a un indice temps réel du nombre de particules fines et aussi des mesures d'ozone, puisque nos collègues du LISA avec qui vous avez Bien volé sûr. tout à l'heure ont installé depuis quelque temps un analyseur d'ozone qui nous permet aussi de voir les concentrations en ozone. Et typiquement en été, on peut avoir plus de la pollution en ozone puisque cette pollution se produit notamment quand il fait chaud. En parlant d'épisodes de pollution, combien on en note en moyenne par an? Alors c'est très très variable. Bon, généralement on a deux très grosses périodes. Question de On en a Christophe. une au niveau de l'hiver qui est la pollution liée au chauffage, au transport routier, aux situations météorologiques qui font que tout l'air peut s'accumuler près du sol, jusqu'à ce qu'on appelle une couche d'accumulation. Et souvent on a un gros épisode au printemps avec des particules de nature très différentes qui cette fois sont ce qu'on appelle des aérosols secondaires Oui. et qui proviennent plus de l'activité industrielle et aussi de l'activité agricole avec des épandages, vous avez des Ouais, réactions c'est une chimiques. période, effectivement. Mais là, ça fait quand même plus d'un an et demi qu'on a pas eu de très gros épisodes de pollution parce que la météo a été favorable pour disperser la pollution. On n'a pas eu les très gros pics qu'on avait les années passées. Bon, tant mieux, on espère que ça va continuer comme ça. Il faut savoir que la météorologie disperse la pollution, mais ça ne la diminue pas. Je veux dire, les émissions sont hélas toujours les mêmes. On C'est ça. étale. On étale, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions pour nos chercheurs? Ici, toujours en direct depuis le ballon Generali de Paris, hein, où on a pu faire un vol. Il y avait des questions sur le ballon, je regarde. Voilà, tenez, là, vous voyez, on a les données d'ozone, donc ça c'est pas notre appareil, Oui. hein, c'est pas du LISA. Vous voyez que depuis que ça a été installé il y a quelques mois, c'est quand même relativement stable. Si on était en situation très anticyclonique, sans vent, on aurait des pics d'ozone qui monteraient beaucoup plus haut. Donc pour l'instant, j'ai vu qu'Airparif n'a lancé qu'une possibilité d'alerte à la pollution à l'ozone il y a quelques jours, mais ça n'a pas atteint des seuils, D'accord. pas des seuils inquiétants. Donc grâce à ces données, Airparif peut établir Alors, ces... Pas vraiment, des en alertes. fait, non, là c'est vraiment de la recherche. Ouais. C'est-à-dire qu'Airparif a ses propres appareils normatifs pour ces mesures, il a tout son réseau. Nous, c'est de la recherche, je dirais qu'on est en amont, on prépare probablement les technologies du futur D'accord. pour avoir Bien de sûr. nouveaux indicateurs de pollution. Donc Airparif n'utilise pas officiellement nos mesures. Ces Les données, mesures ne sont mais- pas dans le réseau. C'est D'accord. vraiment de la recherche. Pour améliorer Voilà, les mais futures bien sûr, mesures. on est en liaison permanente avec eux Bien pour sûr. justement discuter des résultats. Mais c'est vraiment de la recherche, ce ne sont pas des mesures normatives. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup Jean-Baptiste Parfait. Renard pour toutes vos explications, pour votre accueil ici. On espère que les mesures vont continuer le plus longtemps possible. Voilà, et puis qu'on n'aura pas trop de pollution voilà. ces prochains temps. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis pendant ce live, hein. On va ressortir pour voir le ballon. On va remercier nos intervenants. Ah oui, eh oui,
Ah oui, bah, Jérôme va pouvoir répondre à la question qu'il a posée tout à l'heure. Alors, Jérôme Giacomoni, la réponse à la question pourquoi est-il blanc et pourquoi reste-t-il blanc ce ballon? Alors, il existe un phénomène physique qui s'appelle la photocatalyse et c'est grâce au dioxyde de titane. Donc, les particules sont décomposées par photocatalyse grâce au catalyseur qui est le dioxyde de titane. Donc, c'est un enduit, c'est un vernis qu'on a posé sur le ballon, qu'on a évidemment testé pour être sûr que le dioxyde de titane ne mange pas la toile, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Et effectivement, ça a un effet incroyable puisque vous voyez le ballon est parfaitement blanc et parce que toutes les particules fines qui se posent vont être décomposées par photocatalyse. Donc c'est écologique, c'est parfaitement sans énergie extérieure et ça marche très bien. C'est la lessive du futur. Bon, bah, merci beaucoup pour cette explication. Il y aura peut-être des gagnants ou des gagnantes. Hein. On vous transmettra les noms. Voilà, vous viendrez ici dans le 15e à Paris. On va vous remercier. On remercie pour votre accueil, tous les partenaires et les intervenants. Merci à la mairie de Paris, à France 3, Paris-Île-de-France pour les partages. Merci bien évidemment aussi à Léa, à Cécile, à Nathalie pour la réalisation de ce live. Vous pouvez bien sûr revoir nos vidéos sur Facebook. Et puis pour moi, je vous dis au revoir parce que c'est probablement l'un de mes derniers lives pour le CNRS. C'est la période de mercato où je pars vers d'autres horizons au CERN en Suisse. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour d'autres lives. Bonne journée. Merci.